Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à une autre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, j'accueille Danielle Baker. Danielle Baker a une émission sur Rogers appelée La réalité de la parentalité, ainsi qu'un balado et plein d'autres beaux projets qu'on va jaser aujourd'hui. Donc, bienvenue, Danielle. Merci beaucoup, Mélanie. Je suis vraiment contente d'être ici. Ça fait longtemps. Bon, on s'en est parlé avant de commencer d'enregistrer, là, mais j'écoute les petites jasettes, puis je trouve ça fort. Je suis PEI. J'essaie de voir là, au niveau des combien d'années. Ça fait au moins 15 ans que je travaille dans le domaine, plus que 15 ans, mais comme éducatrice inscrite, ça fait 11 ou 12 ans. Donc, ça fait quand même un bon bout. Je travaille dans des services de garde ici à Ottawa. Pendant toute ma carrière en tant qu'éducatrice. Et puis, on voit beaucoup, surtout dans les jeunes âges, des comportements souvent que les parents peuvent se sentir un peu bombardés, si je peux dire, parce que ça dépend du comportement, mais ça peut des fois avoir l'air d'être bombardé. Et ne sachant pas trop comment gérer ça, ils sont dans leurs propres émotions, ils essaient de gérer les émotions des enfants. Donc, c'est toujours un sujet qui m'a beaucoup intéressée, surtout quand on parle que l'enfant a 100 langues, il parle 100 langues, mais il y en a seulement une qui est verbale. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours très intéressée parce que les enfants n'ont pas toujours les mots pour s'exprimer. Et puis, quand on commence à jouer les détectives, c'est là que ça devient très intéressant parce qu'on peut voir le- les, les habitudes, si je peux dire, ou le message caché du comportement. Puis c'est là que ça devient excitant pour le parent pour dire, oh mon Dieu, je comprends mon enfant maintenant. Mais en tant qu'éducatrice aussi, comment est-ce qu'on peut appuyer les parents avec ça? Donc, j'ai travaillé souvent avec des enfants ayant des troubles de comportement ou des besoins particuliers. Puis on peut parler des deux. Un enfant neurotypique, ils vont nécessairement s'exprimer, mais pas nécessairement en crise. Tandis que des enfants, il y a certains enfants qui ne peuvent pas contrôler leurs émotions. C'est des fortes émotions tout de suite comme ça sort. Donc, il faut être capable de gérer un peu les deux. Puis en tant que parent ou en tant que n'importe qui, moi, quand je me réfère à un parent, je ne parle pas juste du parent biologique, mais de tous les adultes qui s'occupent de ces enfants-là. Donc, ça peut être l'éducatrice, l'enseignant, les grands-parents, on en avait parlé avant. Ça peut être des spécialistes ou le médecin, quoi que ce soit. Là. C'est tout toutes les personnes qui entourent cet enfant-là. Et comment gérer ça, puis d'être capable de détecter les signes, les signaux là, qui nous disent « Oh, l'enfant a besoin d'un petit peu plus d'attention, on va lui donner pour éviter. C'est tellement pas évident. C'est tellement pas évident de prendre un recul puis de déconstruire cette crise-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est derrière, qu'est-ce qui est la motivation derrière cette crise de bacon-là qui est en train de te faire. Puis d'avoir de la patience pour essayer de trouver la solution ou la meilleure façon d'appuyer. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet-là? Quelle stratégie, si c'est toi j'aurais consulté, quelle stratégie est-ce que tu aurais pu m'offrir quand ça vient à essayer d'identifier qu'est-ce qui se passe chez mon enfant qui me démontre des signes, des symptômes de détresse, que ça va mal, puis je sais juste plus quoi faire, tu sais? Oui, puis tu l'as bien dit tout à l'heure, c'est de déconstruire ça. C'est vraiment un jeu de détective. Moi, la façon que je fais, c'est un petit peu peut-être un peu moins conventionnel parce que je trouve que les émotions du parent et de l'enfant s'alimentent, si je peux dire. Donc, je vois souvent, évidemment, on va toujours faire notre jeu de détective envers l'enfant. Tu sais, c'est quoi les signaux avant la crise, pendant, après. Tu sais, on a toute cette formation-là. Puis, comme tu le dis, quand on le vit avec d'autres enfants, c'est plus facile pour nous d'aller voir quelle pourrait être la source. Mais quand on le vit, nous, personnellement, c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça. Puis moi, je l'ai vécu avec mes enfants aussi. Mes enfants, mon premier était très calme, très doux. L'autre, c'est l'opposé. Donc, moi aussi, j'étais dans ces émotions parce que tout ce qui marchait avec le premier ne marchait pas avec le deuxième. Et puis le deuxième était très verbal, mais sans mots. Il hurlait, il criait, tout ça. Donc, j'y vais aussi avec comment est-ce que le parent se sent dans ces situations-là. Donc, tu sais, comment toi, OK, tu es en train de vivre ça, ce tornade-là qui passe, comment toi, tu te sens dans ça?
Puis, c'est quoi les résultats que tu aimerais avoir? Pas nécessairement pour dire qu'on va travailler sur l'adulte, on va travailler avec l'enfant, mais au moins pour savoir c'est quoi la dynamique, c'est quoi qui va aller déclencher les émotions du parent. Parce que quand c'est nos propres enfants, on s'investit beaucoup plus émotionnellement. Et surtout si on est éducatrice et parent, là, on dit, mais comme tu Pas dis, pareil. j'ai les outils, je fais des formations là-dessus, tu sais, j'ai fait des formations pour une équipe éducatrice. Donc, comment ça se fait que je ne suis pas capable de gérer ça à la maison? Donc, c'est aller chercher de l'aide à l'externe, ça aide beaucoup dans nos réactions parce que notre réaction va avoir un impact Oui. sur la réaction de l'enfant. Mais aussi de garder en tête que souvent, ce qu'on pense qui est la raison du comportement, c'est souvent pas ça. Alors, il faut aller un petit peu plus loin. Moi, j'explique toujours, c'est comme un oignon. Il y a plusieurs, il y a plusieurs plures. Là. Ouais, que moi, je devienne genre le thermostat de tout ça. Que Mhm. moi, je reste, même si lui allait haut, j'essaie de rester ici. C'est Ouais, pas toujours facile, mais non, parce qu'il va éventuellement descendre et venir te rejoindre où ce que tu es. Si toi, tu vas aussi haut que lui, si toi, tu es autant en crise que c'est ça. ton petit ou ta petite, ben la crise va s'amplifier puis ça va escalader énormément. Ouais. C'est pas facile, mais quand ils vont, tu sais, quand ils vont haut, il faut aller bas. Faut Faut aller à l'inverse. Puis notre réaction, on est réactif, c'est d'aller surtout quand on est en service de garde ou à l'école même, si tu en as plus qu'un qui est en crise, oui, la pression artérielle monte un peu, mais, mais c'est ça, c'est vraiment d'aller plus bas. C'est un peu comme quand on veut qu'un enfant arrête de crier, on va chuchoter. Tu sais, c'est un peu la même chose, mais aussi d'apprendre, nous, parce que les enfants vont capter notre non-verbal aussi. Donc, on peut avoir un ton tranquille, mais si le cœur pompe, ils vont le ressentir un peu. Donc, une technique qui peut aider aussi, c'est quand nous, on essaie de se calmer pour faire le thermostat, comme tu le disais, c'est de montrer à l'enfant, de dire, regarde, moi voici comment j'ai fait, tu sais, de l'inviter à respirer avec nous, de tout ça, juste pour laisser la tempête passer, pour après ça aller voir c'est quoi qui a vraiment déclenché ce Ce que comportement. j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, ils vont me dire non, comme moi, je vais dire prends des grands respires avec moi. Ils vont me dire non, Ouais. mais tout d'un coup, moi, je continue à prendre mes grands respires, même s'il me dit non, je continue, je prends mes grands respires, je prends mes grands respires, puis tout à coup, je remarque qu'il respire sur le même rythme que moi. Ça fait que même si verbalement, il me dit non, il est en train de catcher mes cues non verbales. Il est en train de s'arrimer à mon rythme. Ça fait que si je peux garder mon rythme à un certain niveau, il va venir à mon Ouais, niveau éventuellement. Même s'il me dit non, son c'est ça. corps va le faire. Le non-verbal est toujours plus fort que le verbal. Et puis la raison, souvent, c'est parce que l'enfant n'a pas le mot. Les enfants n'ont pas encore les mots pour s'exprimer non-verbalement. Donc, quand ils disent non, ça ne veut pas dire qu'ils vont contre nous. Ça veut juste dire qu'ils ne comprennent pas encore vraiment ce qui se passe. Donc, c'est ça, c'est de montrer l'exemple par nos actions, pas juste par nos mots, parce qu'encore là, les mots pour eux ne sont pas encore ancrés en eux. Donc, c'est de leur montrer par exemple dans l'action. Puis il y en a, même s'ils sont plus vieux et on pense qu'ils peuvent comprendre, il faut quand même prendre le temps qu'ils s'expliquent comment est-ce qu'ils vivent cette émotion-là. Puis ça, c'est pas facile quand ils sont en grosse crise parce qu'on veut calmer, là, on veut arrêter, on veut passer la tempête, mais il faut vraiment que ça passe. Puis ça prend 3 jours, comme ça l'a pris avec ton petit. Il faut le faire. C'est Il pas faut faire. facile, mais ça Non. nous sauve du temps à long terme. En court terme, c'est beaucoup. On est fatigué, on est dans nos propres émotions, on en a assez. Ils viennent nous chercher des fois. Mais il faut l'investir, ce temps-là, pour aider nos enfants plus tard, justement, qu'ils soient capables de gérer ces stress-là quand ils vont être dans les âges adultes et qu'ils vont en vivre là, toutes sortes C'est d'émotions. ça, ces petits deuils-là, puis comment ils vont gérer les petits deuils, puis les petits changements, comme qu'on parle, va Ouais, déterminer comment ils vont gérer ça tantôt, là, à l'âge adulte. Tu sais, si exactement. ça a toujours été on ignore ou tu sais, on met ça en dessous du tapis, ben, si tu penses qu'ils vont faire quand ils vont être adolescents, adultes, C'est ça. tu sais, puis il y a un deuil qui va arriver, ben, ça va mettre ça sous le tapis comme que ça a toujours fait. Puis on le sait que tu continues à mettre des choses sous le tapis, ton tapis va avoir bien des bosses, là, C'est ça. éventuellement, tu Tu sais. vas trébucher pas Tu mal vas souvent. trébucher sur ton C'est ça. tapis.
Puis Oui. en tant qu'adulte, quand on essaie d'expliquer ça à un parent ou même à nous-mêmes, c'est de dire, mais on a juste à voir comment nous, on réagit. Disons qu'il y a un changement de gestionnaire dans notre équipe ou il y a une nouvelle loi qui vient de passer. Juste de voir comment on va réagir à ce changement-là, ça peut expliquer beaucoup de où on en est dans nos émotions, puis où on en est. On va peut-être pas réagir de la même façon une autre fois, mais c'est ce qu'on vit présentement à ce moment-là. Ça va vraiment nous dire où est-ce qu'on en est, nous, dans notre état, quand on parle de santé mentale, de ce qu'on a de besoin. Il faut aller chercher ça chez l'enfant aussi, de dire, OK, l'émotion est un petit peu plus forte que d'habitude. C'est quoi d'autre qui aurait un facteur qu'il faut aller aider cet enfant-là pour justement que les changements, parce qu'on en a tout le jour, des changements, comment est-ce qu'on peut gérer ça d'une façon un peu plus saine, qui pourrait aider sur l'impact que ça a sur notre santé mentale à long terme. Tu sais, quand on change, si on parle en service de garde, quand on change notre salle ou quand on décide, c'est la fin de la journée, il me reste 20 minutes, là, je vais changer la salle de bain, puis je vais changer les jouets. Tu sais, on fait souvent la rotation de jouets. Puis on parle beaucoup de ça dernièrement parce que avec tous les changements qu'il y a eu pendant la pandémie, puis il y avait plein de jouets qui ont été éliminés de nos salles, etc. Puis là, on est en train de remettre ces choses-là, mais si on fait des changements sans consulter notre groupe d'enfants, ça peut susciter des réactions comme qu'on vient de parler. Ça peut susciter des réactions fortes face à ces changements-là. Puis je donne souvent l'exemple de viens chez vous, puis elle change ta cuisine. Puis tu ouvres ton armoire, puis tu trouves pas tes verres, puis tu trouves ton tiroir, puis tes fourchettes sont plus là. Tu vas te sentir frustré, hein? Ouais. Ben, je pense que ça mimique un peu ce que les enfants ressentent lorsqu'ils arrivent dans leur salle de classe ou dans leur centre. Tout d'un coup, mon jouet préféré n'est plus là. Avoir des réactions, oui. C'est la même chose aussi, ça peut arriver s'il y a un enfant qui a un besoin particulier puis qu'on doit faire des ajustements dans la classe. Pour cet enfant-là, je peux donner un exemple de on change le casier dans le vestiaire pour que l'enfant ait un plus gros espace. Mais en changeant de casier, il va falloir changer un autre enfant, le mettre à sa place. Cet enfant-là qui a été déplacé, qui ne dérange pas, puis c'est déstabilisant pour eux, puis dire, c'est pas juste, c'était mon casier. Ils s'approprient beaucoup. Donc, c'est ça, il ne faut pas oublier d'essayer d'expliquer le pourquoi. Mais oui, l'analyse c'est ça, on change tout, on va changer le garde-manger aussi, on ne met plus la nourriture à la même place. Ça va être déstabilisant. Puis pour un enfant qui a besoin d'une structure, qui a besoin d'avoir cette stabilité-là à tous les jours, si on change. Moi, je me souviens au début, quand moi je commençais, on changeait presque aux semaines. On dompait tous les jouets, puis on mettait d'autres choses. C'est le thème des dinosaures cette semaine, c'est le thème de... Donc, les enfants, à chaque lundi, ils étaient sur le gros stress parce qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait. Il y en a qui étaient excités, mais il y en a beaucoup qui... Ça donnait beaucoup d'anxiété de savoir qu'est-ce qui allait se passer quand ils arrivaient le lundi matin. Tu pourrais prendre ça comme qu'est-ce qui se passe avec mon groupe aujourd'hui? Mon doudou, tout le monde n'est pas de bonne humeur. Mais tu sais, est-ce que tu as fait des changements qui ont pu contribuer à ça? Il faut rentrer dans une réflexion face à est-ce que c'est la meilleure façon de faire? Ou est-ce que, tu sais, moi, je faisais des rencontres d'équipe. On est une équipe dans ma salle, rencontre d'équipe. Tout le monde s'assoit. Bon, écoute, on aimerait faire des changements où on a eu un nouveau jouet, ou comment est-ce qu'on peut, où va vivre le nouveau jouet? Puis là, on a un nouveau jouet, puis lui, il va vivre là, mais là, on n'a plus assez de place sur l'étagère. Ça fait quel jouet est-ce qu'on va enlever pour mettre le nouveau? C'était une décision ensemble, puis je voyais beaucoup moins de, tu sais, de ces réactions-là quand je les impliquais dans ces décisions-là. Puis ça va à la maison autant que, tu sais, à l'école, en service de garde. Ces choses-là s'appliquent. Le plus souvent qu'on peut avoir des discussions puis qu'on peut décider ensemble, le mieux que ça va aller. C'est ça, puis ça les prépare, ça travaille ce muscle-là pour eux, de justement d'être capable d'associer ça plus tard à d'autres choses. Ou on peut leur ramener à ça, pour dire, tu te souviens, l'autre fois quand on a fait ça, on va faire la même chose ici. Il y a des fois qu'on ne peut pas, on n'a pas ce temps-là, puis c'est normal, mais c'est de prendre le temps après ce gros changement-là, de leur expliquer pourquoi, puis
parce que dans la vie, on va avoir des moments où il y a des changements qui se font, puis c'est hors de notre contrôle. Donc, mais c'est ça, si on peut les impliquer, et puis ça nous sauve tellement de temps, nous, de travail, parce qu'en fait, on passe tellement de temps à planifier, à tout changer, pensant que c'était super, puis les enfants, ils vont même pas aimer ça. Donc, en les impliquant, ils vont nous dire c'est quoi qu'ils veulent. Ça nous sauve beaucoup de temps de planification. Puis, ça les rend, comment je pourrais dire, ça les responsabilise pour leur choix. C'est votre choix, c'est comme ça que vous le vouliez, alors ça les responsabilise beaucoup sur la décision qu'ils vont prendre. C'est un muscle, ça, on n'est pas né avec ça, il faut leur apprendre. C'est le meilleur temps, c'est de le faire à un jeune âge comme ça. Puis je trouve que c'est le juste milieu, parce que si tu fais aucun changement, parce que tu veux pas aller trop secouer l'enfant, ben il sera jamais habitué au changement, puis le changement se fait partie de la vie. Ça leur permet d'avoir un sens de contrôle, même si nous, on dirige, on contrôle le contrôle, on peut leur donner des choix fermés, mais et ça leur donne, ça développe, ça va tellement plus loin que ça avec leur confiance, mais aussi de comprendre que le point de vue des autres amis aussi, des autres enfants, ça, c'est un autre muscle à travailler aussi, surtout pour les préparer plus tard, c'est de dire, OK, mais moi, ça, c'est mon besoin, c'est comme ça que je le veux, mais c'est pas tout le monde qui va avoir ce même besoin-là. Donc, c'est quoi le juste milieu pour que tout le monde soit heureux? On leur apprend déjà à collaborer puis à trouver des solutions. Et puis, il faut que ça se fasse jeune. Souvent, on dit qu'ils sont trop jeunes, ils ne comprennent pas, mais c'est justement là qu'il faut leur faire comprendre et leur donner. Ils comprennent très bien, il faut juste les impliquer dans ce processus-là. Juste au début, parce qu'à long terme, après une couple de semaines, disons, si on essaie de. Ou un mois, ou après, à un moment donné, on réalise qu'on travaille moins. Si on a toujours eu l'habitude de faire tout, de tout préparer ou de régler tout par nous-mêmes, mais là, que l'enfant est capable de le faire seul, à un moment donné, tu le réalises, tu te dis, il me semble que je devrais être en train de faire quelque chose, il me semble que je devrais être en train de. C'est trop calme, on devient nerveux parce que c'est plus facile, on a moins de feu à éteindre, donc ça a un impact, on voit pour nous, ça a un impact positif aussi. Donc, c'est un investissement sur notre temps et sur notre santé mentale aussi. Oui. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ou une stratégie clé à offrir à notre auditoire aujourd'hui avant qu'on se laisse? Moi, le mot clé, ben, c'est plus qu'un mot, là, mais le message que je partage souvent, c'est de toujours, parce qu'on va toujours nous-mêmes vivre nos émotions face à la réaction d'un enfant, c'est de toujours, toujours, toujours revenir à l'enfant. Notre réaction pour dire c'est pas personnel, c'est pas une attaque personnelle à moi, parce que souvent on va dire cet enfant-là vient me chercher, mais non, le comportement comme tel, c'est un cri à l'aide. Donc, on est habitué d'avoir un cri à l'aide si l'enfant a tombé, s'est fait mal, si c'est coupé ou quoi que ce soit, on va réagir, on va aider, mais quand ça devient ça revient aux émotions, il faut penser que c'est ça, il a besoin d'aide. Donc, moi, ça n'a rien à faire à moi, il faut que j'aille aider cet enfant-là. Donc, c'est souvent de revenir à ça, puis que notre décision, oui, il faut que ça nous accommode, nous, mais il faut que ça accommode l'enfant beaucoup plus que ce que ça nous accommode, nous. Donc, c'est toujours de revenir à l'enfant. C'est quoi qu'il a besoin, puis c'est quoi qui est mieux pour eux, et non ce qui est mieux pour nous. Donc, ça va bien avec l'enfant, ça va aller mieux avec nous, c'est ça? Absolument. Puis juste, comme tu dis, de ne pas prendre ça personnellement. C'est pas à nous. Ça lui appartient, je suis là pour l'accompagner dans son émotion. Exactement. Excellent. C'est vraiment une conversation très intéressante. Je te remercie énormément, Danielle, d'être là avec nous aujourd'hui. Puis, je pense que ce ne sera pas notre dernière jasette parce que moi, je pourrais parler de ça tout le temps. Oui, je pense qu'on pourrait se faire d'autres émissions sur d'autres sujets, puis on pourrait parler pour des heures. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci pour ça. Puis, on se reparle bientôt.